Bonjour Christophe et bonjour à tous, c'est la rentrée d'ailleurs, faut voir le peuple qu'il y a dans ce studio, je vous raconte pas, ça va être difficile de tenir au niveau oxygène jusqu'au bout, mais enfin on va y arriver. Enfin c'est la rentrée, scolaire, littéraire, politique, sportive, culturelle, télévisuelle, radiophonique, tout le monde rentre, mais surtout que le dernier à rentrer n'oublie pas de laisser la porte entrouverte afin qu'un dernier rayon d'insouciance estivale vienne s'y glisser, histoire de nous réchauffer un peu le cœur et l'âme, vu que la vie, c'est pas toujours de la tarte, et parfois c'est en pleine gueule que la tarte t'atteint. Ouais, je sais, c'est consternant, je sais, mais c'est aussi la rentrée de l'humour, et parfois l'humour a des semelles de plomb à cause des bruits de bottes. Notre rayon d'insouciance de ce matin, en tout cas, est dans ce studio, puisqu'il s'agit de Christine Charpentier. Et Christine, comme à l'accoutumée dans cette rubrique, je te propose de te présenter en nous racontant une histoire. C'est à toi. Ah, une histoire. Bonjour Tony, bonjour à toutes les oreilles qui nous écoutent. Un rayon. Ouais, ça s'est passé il y a bien longtemps. Et comme il est de coutume de le dire, allez, on va commencer par « Il était une fois ». Il était une fois donc, il y a bien longtemps, une ravissante jeune fille qui s'appelle Cécile. Cécile est la fille du comte de Flandre. Cécile vit au château de son père, avec sa mère bien sûr, sa sœur, tous les serviteurs au château. Cécile est une jeune fille délicieuse, comme sa sœur, elle a appris à lire, elle a appris à écrire, elle compose même de très jolis poèmes, elle a appris à broder, en tant que fille de comte, ma foi, c'était bien nécessaire, et comme sa sœur, elle a appris la musique. La musique. Alors quand Cécile joue de la harpe, qui est son instrument préféré, alors on dit au château que tous les serviteurs s'arrêtent, suspendent leurs gestes pour l'écouter. On dit que les oiseaux s'arrêtent de chanter pour l'écouter. On dit que le ruisseau s'arrête de couler pour l'écouter. Cécile, quand elle joue, c'est merveilleux, c'est magnifique. La musique, c'est ce qui fait battre son cœur, c'est ce qui fait bouillir le sang dans ses veines. Cécile, maintenant aussi, elle chante. Ah là là, cette voix, quand elle accompagne le son qui sort du frottement de ses doigts sur les cordes, c'est merveilleux. Cécile a aussi appris l'obéissance. Elle sait qu'un jour, son père va lui choisir un mari, et elle sait qu'elle dira oui, et elle sait qu'elle sera heureuse avec cet homme-là. Le jour de ses 16 ans, le père de Cécile a offert à sa fille une broche en or, une broche en forme de harpe. Cécile l'a posée là, sur son sein, et cette broche ne l'a plus quittée jusqu'au jour de ses 18 ans, jour où à nouveau son père l'a appelée en lui disant que ça y est, il avait choisi un mari pour elle. Un sourire est venu illuminer le visage de Cécile. Mais quand son père lui a dit que le mari choisi était Guéraud le batailleur, Guéraud le voisin, le comte d'à côté, celui toujours parti guerroyer, eh ben oui, pour ne pas se faire la guerre, c'est bien connu, il faut se faire l'amour afin d'éviter les bruits de bottes dont tu parlais, Tony, tout à l'heure. Alors ma foi, Cécile a dit oui, il lui fallait bien obéir. Ce mariage-là ne lui disait pas grand-chose, mais elle espérait, et son cœur de jeune fille de 18 ans attendait tout de ce mariage-là. Oh, nous allons passer pudiquement sur la nuit de noces qui ne nous regarde pas. Non, mais en revanche, dès le lendemain matin, Guéraud, le batailleur, Guéraud, le nouveau mari de Cécile, lui a dit que maintenant qu'elle avait toutes les clés de son château là pendues à sa taille, et bien que la musique étant plaisir de petite fille, il ne fallait plus y songer. Garder la broche, oui, bien sûr, mais il a pris la harpe et l'a jetée au feu. À partir de ce jour-là, c'est comme si le cœur de Cécile s'était arrêté, c'est comme si le sang avait arrêté de bouillir dans ses veines. Et en dépit des retours empressés du mari après chaque guerre, en dépit de nombreux passages dans la couche de sa nouvelle épouse, le ventre de Cécile restait désespérément plat. Comment donner la vie? Comment avoir envie de donner la vie alors que la sienne était comme suspendue? Et pendant des années, Cécile a vécu là, malheureuse, sans musique, dans ce château froid et noir, froid et sombre comme les cheveux, les yeux et le poil de son mari.
Quelques années plus tard, oui, enfin un rayon de soleil dans la vie de Cécile. Sa sœur se marie, à son tour. Et la sœur de Cécile, connaissant les malheurs de celle-ci, a décidé d'inviter, pour les fêtes de ses épousailles, tous les meilleurs musiciens du royaume, tous les meilleurs musiciens au-delà même des frontières du royaume. Alors quand Cécile est allée au mariage de sa sœur, ça a été comme une renaissance. Il y avait de la musique ici, il y avait de la musique là, il y avait de la musique de l'autre côté, il y avait de la musique partout. Partout. Et ça y est, le cœur de Cécile s'est remis à battre, et ça y est, le sang s'est remis à bouillonner dans ses veines, et puis le rose lui est revenu aux joues. Et puis à un moment donné, là, dans cette salle-là, il y avait un gars. Un gars qui avait le cheveu noir et lisse, un gars qui avait la peau mate, un gars qui parlait pas la même langue qu'elle. Oui, il pouvait même pas communiquer, mais c'était pas grave, ça. Ne rien se dire. Qu'est-ce que ça fait? Parce que la musique disait tout. Et ouais, ce gars-là, ce musicien-là, jouait d'un instrument qu'elle avait jamais entendu. Ça s'appelle une viole d'amour. Oh. Quand les doigts de ce gars-là couraient sur les cordes et qu'on l'archait, les caressait, ce qu'il en sortait, c'était comme des perles qui couraient sur les 5 lignes noires de la portée et qui venaient des doigts du gars, de la bouche du gars jusqu'aux oreilles de Cécile, la remplir de vie, de force, d'amour. Ah ouais, ça c'est sûr, son cœur s'est remis à battre très 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 fort là. Et pendant les 3 jours du mariage, Cécile est restée là, dans cette pièce-là, à écouter cet homme-là jouer de la musique. Qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était fort, qu'est-ce que c'était pur. Et au bout des 3 jours, elle est rentrée chez elle. Elle l'a salué d'un léger signe de la main, d'un clignement en Dieu. Et ce soir-là, alors qu'elle était en train de brosser les longs cheveux devant son miroir, eh bien, elle était encore, la joue toute rose. Seulement voilà. Il y a toujours des méchants, il y a toujours des jaloux, il y a toujours des mauvais. Et il y en a un qui est allé voir Guéraud le batailleur, et qui lui a dit que sa femme pendant 3 jours, elle avait fricoté, elle avait fréquenté, elle n'avait pas quitté un musicien, un va-nu-pied, un presque rien. Alors Guéraud, il n'a pas aimé. Non, il n'a pas aimé ça du tout, que son honneur puisse être entaché. Alors Guéraud, il a pris sa dague, il l'a sortie de son fourreau, il est allé dans la chambre de sa femme, et puis il lui a planté le poignard dans le dos. Ouais. Et elle est tombée là, par terre. Cécile, c'est son père qui est venu la ramasser. Et puis il a fait sculpter une belle statue de marbre blanc qui représentait sa fille avec ses longs cheveux, un grand décolleté de pierre, et naturellement sur son sein gauche il a mis la harpe d'or, la broche qu'il lui avait offerte le jour de ses 16 ans. Et puis on a mis la statue et Cécile dans sa tombe de pierre, là dans une chapelle. Et tous les gens allaient la voir, allaient prier pour elle, cette pauvre jeune fille fauchée à l'aube de sa vie. Même pas d'enfant, tu te rends compte. Et bien des mois plus tard, le jeune musicien est revenu. Il a entendu parler de cette histoire. Et puis il est allé dans la chapelle. Et puis il n'a pas eu de mal à la reconnaître. Ah oui, c'était elle. Elle, pour qui il avait joué pendant 3 jours. Elle, dont il savait pas parler la langue, elle, pour laquelle la musique avait tout dit, quoi. Alors il a ressorti sa viole d'amour, et il a joué pour elle. Joué tant et tant, tellement longtemps que, au bout d'un moment, il sentait plus ses doigts sur les cordes, il avait trop froid. Et alors qu'il était en train de ranger son instrument avant de la quitter, il a senti que quelque chose bougeait là, au-dessus de lui, et quand il a levé les yeux, il a vu la statue de Cécile. Et il a vu que les 2 mains de Cécile avaient pris la broche et étaient en train de la lui tendre. Alors notre musicien, il a pris la broche et puis il l'a mis sur sa poitrine. Et il l'a salué une dernière fois et il est sorti de la chapelle. Oh, il avait pas fait 50 pas dans la rue. Il avait pas fait 50 pas qu'il y a une femme qui a crié « regardez le musicien, il a volé la broche de notre Cécile, au voleur !» Bah oui, cette broche, on la connaissait bien. Alors on l'a attrapé, il a été emmené devant le juge, il a essayé d'expliquer que la statue lui avait donné cette broche. Mais qu'est-ce que tu veux croire? Une statue, ça bouge pas. Une statue, ça donne pas une broche, t'es qu'un voleur. Alors il a été condamné à avoir la main tranchée. Ah, puis on lui a demandé s'il avait une dernière volonté avant qu'on exécute la sentence. Alors il a dit oui, je voudrais jouer une dernière fois.
une dernière fois, pour elle. Il a réussi à se faire comprendre, on est allé jusqu'à la chapelle, pris sa viole d'amour, et il a joué. Il y avait tout le monde, hein. Il y avait le public, là, tous les gens qui attendaient l'exécution, hein. Il y avait le juge, il y avait le bourreau, il y avait les gardes. Puis il y avait un beau silence devant cette musique qui disait tellement de belles choses. Et puis au bout d'un moment, dans l'assemblée, il y a une femme qui a dit « Regardez la statue de Cécile. Regardez, elle pleure. » Et tout le monde a vu, qu'il y avait des gouttes, des larmes qui coulaient de ses yeux, qui roulaient le long de ses joues et qui se transformaient en perles et venaient garnir son décolleté de pierre. Alors on s'est dit que si la statue de Cécile pouvait pleurer pour cet homme-là, c'est que ce qu'il avait dit, qu'elle lui avait donné la broche, c'est que c'était vrai. Alors on lui a rendu la broche au musicien et on lui a dit d'aller jouer ailleurs. Ouais, on lui a laissé la main pour qu'il puisse le faire. Oh, il n'a pas demandé son reste, il est parti. Ouais. Alors moi, quand j'ai entendu parler de cette histoire-là, je suis allée dans la chapelle, là-bas aux alentours d'Anvers. Je suis allée voir la statue de Cécile, tu penses. Et puis j'ai vu qu'elle n'avait plus du tout de décolleté de pierre. Tout est garni de perles, de rangées et de rangées et de rangées de perles. Alors j'ai demandé comment ça se faisait, quoi. Est-ce qu'on lui avait mis ces perles-là pour qu'elles soient plus belles encore? Et on m'a dit non, tu sais pas. Il faut que tu viennes ici avec ton amoureux ou ton amoureuse. Et puis tu lui tiens la main tu tiens la main de ton amoureux ou de ton amoureuse devant la statue de Cécile. Et tu chantes. Et si, lors de ton chant, la statue pleure, c'est que cet amour-là, il sera plus fort que tout, plus fort que la mort. Et si j'en crois toutes les rangées de perles qu'elle a autour du cou, c'est que de l'amour, il y en a autour de nous. Merci Christine, j'allais t'appeler Cécile, tiens. Mais bon. Merci Christine. Est-ce que tu peux nous, déjà pour démarrer, nous parler de cette histoire? Elle vient d'où et puis elle fait partie peut-être d'un spectacle? Elle fait partie d'un spectacle. Oui, alors d'abord, elle vient d'un livre de contes de Flandre, Légende de Flandre, voilà, une histoire des alentours d'Anvers. Elle fait partie d'un spectacle, oui, qui s'appelle À fleur de notes ou mots coquins sur lit de violoncelle. Voilà, tout un programme, il est tôt, les enfants écoutent peut-être la radio, donc je n'en dirai pas plus. Oui, un spectacle à partir de 16 ans pour oreilles averties, où je développe quelque peu les périodes les plus croustillantes de ce conte. Voilà. D'accord. Là, c'était la version censurée. C'était la version censurée. Oui. Très bien. Depuis quand es-tu conteuse? Comment est née cette vocation? Il y a 16 ans. Oh là là, oui, il y a 16 ans, je faisais de la lecture plaisir, dans l'école que fréquentaient mes enfants, en maternelle, la lecture plaisir du dimanche matin. Et la communauté de communes a eu la bonne idée, l'excellente idée d'organiser un stage de lecture pour les mamans bénévoles, où j'ai rencontré Daniel Fatou, qui est venu faire ce stage de lecture. Et après avoir lu un album, Daniel m'a dit écoute Christine, tu fais beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Avec les mots, vois-tu, il y a quand même un monsieur en première de couverture qui a signé cet album. Donc s'il a mis un point, ne mets pas une virgule. S'il a mis un mot, ne le change pas. Respecte son travail. Si tu as envie de t'amuser avec les mots, de t'amuser avec le texte et de le proposer à la sauce Christine, eh bien compte-le. Et je lui dis compter, qu'est-ce que c'est que cette drôle de chose? Je ne connaissais pas, et grâce aux foyers ruraux et grâce au festival Conteur en campagne, je suis allée écouter mon premier spectacle de conte. En l'occurrence, c'était Jean-Claude Botton, voilà. Et un stage était organisé par les foyers ruraux. Et quand j'ai entendu Jean-Claude, voilà, ça a été comme une révélation. Ça alliait le plaisir de partager des textes que tu rencontres et qui te donne un petit coup au cœur, un petit coup au ventre, un petit coup à l'âme. Et puis la musique aussi des mots, voilà. Et donc j'ai fait ce premier stage avec Jean-Claude Botton, et tout est parti, voilà, de cette année 2000-2001. Voilà. Et tu as, je suppose ensuite poursuivi ta formation dans le domaine du conte. Est-ce que certains justement de formateurs ou formations t'ont marqué plus que d'autres, t'ont montré le chemin plus que d'autres? Oui. Un grand monsieur du conte, Michel Hindenock,
J'ai été faire un stage d'une semaine à l'académie de Neuchâtel, à Neuchâtel, voilà, dans une académie en stage d'été. Donc nous étions 12 conteurs et on a vraiment passé toutes nos journées, toutes nos soirées, presque toutes nos nuits avec Micheline Denoc, donc à parler autour du conte, à échanger. Il y avait des conteurs suisses, des conteurs belges, des conteurs français. Voilà, c'était un moment passionnant, merveilleux, une immersion totale. Luigi Rignanese aussi, travaillait avec lui avec des contes enmusiqués. Nous avions des musiciens qui étaient là et ça a été aussi une très belle rencontre. Plus récemment, Colette Minier, dans un tout autre univers, l'univers de Colette complètement, avec ce clown qu'elle nous a appris un petit peu à découvrir. Colette Minier, puis après d'autres personnes comme Anne Leviel, comme Françoise Barré. On va passer peut-être un peu justement à ce que tu racontes, à ton répertoire. Comment choisis-tu les histoires que tu racontes ? Est-ce que tu as des univers ou des thèmes de prédilection ? Alors, rencontre avec les histoires, exclusivement, bon allez, je vais dire 95%, ce sont des rencontres via les lectures. Voilà, donc je lis beaucoup de contes, beaucoup d'histoires. Il y a celles qui te parlent immédiatement, il y a celles que tu retrouveras un peu plus tard avec plaisir, il y a celles que c'est une évidence, tu as envie de la partager. Voilà, c'est une rencontre, c'est quelque chose qui te parle, qui te pénètre tout de suite et tu as envie de la partager. Donc après il y a tout le travail autour de ton. Je vais utiliser le mot appropriation. Je sais c'est pas un très joli mot, on s'approprie pas un conte, il est pas à soi. Mais en tous les cas, on le met à sa sauce. Voilà, on le déshabille comme un oignon et puis après, on le rhabille et puis on le présente en espérant ne pas le trahir et faire du bien aux gens autant que lui nous a fait du bien quand on l'a rencontré. Et puis, en parallèle à cela, eh bien, il y a aussi les spectacles. Bien que je n'aime pas le mot spectacle, en ce qui concerne le conte. Spectacle, c'est quelque chose d'un peu, enfin, c'est trop sophistiqué. Je préfère dire les raconter. Il y a les raconter auprès d'un public comme les tout petits, les 0-3 ans, ou un public porteur de handicap où là, je crée ces racontés, donc du début jusqu'à la fin, à partir bien sûr de contes traditionnels, mais là je change complètement les choses et je ne fais pas que déshabiller l'oignon, je le découpe en petits morceaux et je le cuisine. Voilà. D'accord, tu le fais frire. Je le fais frire, oui, voilà, en espérant ne pas trop le faire brûler. et justement, tes histoires, est-ce que tu as une phase d'écrit quand tu crées tes histoires, ou est-ce que elles passent directement, j'allais dire, du cerveau à la langue, ou est-ce que tu passes par une phase écrite, ou ça dépend peut-être ? Non, pratiquement jamais d'écrit. Pratiquement jamais d'écrit. Donc il y a les yeux qui lisent, puis après il y a le cerveau qui mouline, et après il y a la bouche qui propose. Voilà, c'est souvent, allez, je veux dire, oui, c'est la plupart du temps comme ça. J'ai très très peu d'écrits, si ce n'est une trame pour un spectacle, ce qui me permet parfois, quand je reprends le spectacle quelques mois, quelques années plus tard, de me remettre un petit peu dans l'histoire. Mais je travaille plus avec beaucoup de bonjours. C'est-à-dire que quand je suis en train de travailler un spectacle, je m'assois dans mon fauteuil le plus confortable et je rappelle tous mes personnages. C'est bonjour au lutin, bonjour à la fée, bonjour à la sorcière. Dans chaque histoire, ils sont tous différents, donc je rappelle un peu tous ces personnages-là et on se retrouve. Voilà, c'est ça qui m'aide. Je travaille par image en fait, comme une bande dessinée muette. Tu vois, une bande dessinée sans bulle et j'avance dans mon histoire en compagnie de mes compagnons. Tu nous as parlé des publics auxquels tu racontais. Est-ce que c'est souvent le cas des conteurs. Est-ce qu'il y a un public privilégié, un public que tu préfères, devant lequel tu es le plus à l'aise ou pour lequel ton répertoire est finalement pile poil dans le mille ?
Non, pas de public préféré. Non, pas de public préféré. Chaque public a ses spontanéités. Chaque public a son enthousiasme. C'est toujours une nouvelle surprise. C'est toujours un grand bonheur, quels que soient les âges. Je veux dire les papis-mamies dans la maison de retraite ou les tout petits comme ceux que je vais rencontrer cet après-midi à Bruay-la-Buissière, les 0-3 ans où tout est trésor. Une plume est un trésor, un caillou est un trésor, un coquillage est une pure merveille. Tout est admiration. J'aime également beaucoup ça. Et puis, je te parlais tout à l'heure de ce spectacle de contes coquins. Là, on a affaire encore à un autre public. Non, tout est cadeau, vraiment. Je n'ai pas vraiment de public de prédilection. D'ailleurs, voilà, je me permets de rebondir là-dessus. Tu parlais de Bruay. Oui. Tu interviens en médiathèque fréquemment, notamment de manière mensuelle, régulière, je pense, à Saint-Omer et à Bruay. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Oui. Comment se construisent ces interventions mensuelles? Parce que j'imagine que ça doit être énormément de travail de renouveler le stock d'histoire une fois par mois. Oui, c'est effectivement énorme. Merci Tony. Alors les programmes sont bâtis en partenariat avec les expositions temporaires que propose la bibliothèque notamment de Saint-Omer. Donc oui, beaucoup de recherches, beaucoup de travail de lecture, bien sûr. Bruay-la-Buissière, ce n'est plus une fois par mois, c'est maintenant une fois par mois pour les tout petits, les 0-3 ans, où là donc c'est une demi-heure de spectacle, comme je te le disais, qui sont créés sur des thèmes définis à l'avance. Et après, un autre spectacle, une fois par trimestre, pendant les vacances, là, sur un thème défini ensemble. Oui, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de recherche. Même si maintenant, au bout de 16 ans de contes, j'ai pas mal d'histoires dans mon escarcelle. Bien sûr, j'essaye toujours de me renouveler. Et puis, de toute façon, chaque histoire, à chaque spectacle, est remise sur l'ouvrage. Ouais. Je pense qu'une histoire n'est jamais ficelée, elle n'est jamais arrivée à son terme. On grandit, hein. Nous grandissons, nous changeons, nous voyons la vie de façon différente. Et chaque histoire a parfois des échos, a souvent, des échos différents en fonction de ce que tu es, de ce que tu vis, de ce que tu ressens et de l'actualité, bien évidemment. La soupe aux cailloux, par exemple, en ce moment, c'est un grand conte traditionnel, mais c'est vraiment un conte que maintenant je raconte et qui est très 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 fort, notamment quand je vais à la coupole d'Elfaux, par exemple, à la forteresse de Mimoyec, ou dans des endroits où les gens viennent pour faire un voyage de mémoire autour de la Seconde Guerre mondiale. La soupe aux cailloux résonne bien. Comment apprendre à partager alors que le premier geste c'est le refus et c'est de dire on n'a rien pour toi, passe ton chemin. Comment procèdes-tu d'ailleurs sur c'est un peu, on va appeler ça peut-être des commandes, des interventions dans des lieux très précis, hein. Tu parlais de la forteresse de Mimoyec, dans laquelle tu interviens, je crois, si j'ai bien noté, le 25 septembre, ça doit être ça. Tu as aussi faire des interventions récemment sur Shakespeare, par exemple. Shakespeare. Alors comment on procède quand on a des commandes très précises comme celle-ci? Comment on procède? On travaille. Oui, mais encore. On travaille. Alors Shakespeare, l'aventure Shakespeare, avec la bibliothèque de Saint-Omer, qui m'a dit bonjour Christine, nous souhaiterions un spectacle d'une heure et quart de lecture d'œuvres de Shakespeare. Oui. Oui. Donc, voilà, ça a été 13 œuvres que j'ai choisies de façon tout à fait arbitraire, que j'ai lues, j'ai pris des notes sur des extraits qui me semblaient intéressants. J'en ai fait à peu près 80 pages d'extraits, ce qui faisait à peu près 3 heures de spectacle. Donc j'ai refait des choix, j'ai refait des coupures pour arriver à quelque chose. Comment je vais dire ça? Je n'ai pas fait d'études littéraires, je ne suis pas une historienne. On m'a demandé un spectacle de lecture de Shakespeare que j'ai fait bien volontiers pour être abordé par tous, à partir de 12 ans. Donc j'ai fait quelque chose à la sauce Christine, c'est-à-dire avec beaucoup d'humour, avec, je l'espère, un langage facile, un accès aisé. Beaucoup de gens sont venus me voir au début en disant on n'y connaît rien, hein, Shakespeare, on n'y connaît rien, j'espère que ça va pas être trop dur, et qui sont repartis en disant tiens, ça nous a donné envie d'en relire un petit peu. Voilà, pari gagné. Envie de relire peut-être une œuvre de Shakespeare, peut-être envie de pousser la porte d'une bibliothèque pour aller visiter l'expo, pour aller emprunter quelque chose. Voilà, donc c'est vraiment je fais un travail
je fais un travail comme j'aimerais qu'on me le propose. Voilà. Donc j'y mets beaucoup de cœur, beaucoup d'enthousiasme, je l'espère beaucoup d'humour. En tous les cas, allez. En tous les cas, beaucoup de sérieux et beaucoup d'honnêteté. Voilà. Autre aspect de ton travail, c'est le travail des musiciens. Hein. Oui. Comment se construit la rencontre entre les histoires et la musique ? Tu travailles, je crois, avec plusieurs musiciens ? Oui, je travaille avec essentiellement 3 musiciens. Donc Sylvie Chavanet, qui est professeure de violoncelle au Conservatoire de Saint-Omer et qui joue à l'orchestre de Douai. Également avec Audrey Castagnier, qui est violoncelliste au sein de l'association Zik à tout bout de champ, qui travaille notamment beaucoup avec la Brouette Bleue. Et avec une harpiste qui s'appelle Juliette Tavernier, qui a un très beau jardin à Saint-Sylvestre-Capelle. Et voilà, donc Juliette à la harpe avec un spectacle sur le thème du roi Arthur. Et donc là, il y a des moments où les mots, le silence parle beaucoup. Il y a des moments où les mots disparaissent et la musique s'impose d'elle-même. Et elle dit tellement de choses que... ma foi, d'écrire, parler d'un combat avec un dragon, ou d'écrire la beauté de Guenièvre, ou parler d'un sentiment noble qui naît entre Gauvin et une de ses nombreuses conquêtes, ma foi, la musique dit cela beaucoup mieux que moi, je pense. Et je lui laisse la place, et c'est un vrai bonheur que d'être accompagné par cette nouvelle voix, quoi. La musique étant un personnage à part entière. La musique, le travail avec Audrey Castagnier se fait beaucoup plus, en revanche, sur l'improvisation. C'est-à-dire, Audrey m'a écoutée pendant plusieurs années. Je ne savais pas qu'elle était violoncelliste. Et un jour, elle s'est présentée, on a eu l'occasion d'échanger. Et puis, la rencontre s'est faite autour d'un spectacle à Wormhout, sur le thème des fleurs. Et voilà, je lui ai parlé des contes que j'allais faire et elle m'a tout de suite proposé des ambiances musicales et j'avais complètement confiance en elle et la rencontre a été vraiment fantastique. Merci Christine. On va devoir interrompre cet agréable entretien. Par contre, on va rappeler qu'on peut suivre ton actualité, avoir une idée de ton répertoire sur ton site www.christinecharpentier.fr et puis qu'on pourra te retrouver par exemple samedi à la médiathèque de Saint-Omer ou encore le 18 à la médiathèque de Bruay, c'est pas très loin d'ici, pour la fête de la médiathèque, si j'ai bien vu ça. Le baptême de la médiathèque. Le baptême même de la médiathèque, donc tu y seras. Oui. Et puis à la forteresse de Mimoyec, c'est une base de lancement V3 de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le 25 septembre, on l'a déjà dit, mais on trouve toutes tes dates sur ton site. Je te remercie pour cet entretien. Merci Tony, merci Radio Plus, bonne journée à tous. Bon retour. Merci.